Mais bon sang, c'est quoi? Bonjour à tous. Bonjour. Alors, nous terminons le voyage au Chili par une visite des volcans. Il faut savoir que le Chili, tout le monde le sait, c'est un territoire très allongé qui est séparé principalement de l'Argentine, son principal pays voisin, par la chaîne des Andes. Et dans les Andes, il y a beaucoup de volcans. Certains sont actifs. On n'était pas allé pour ça. On était allé principalement pour la terre de feu et les magnifiques glaciers qu'on y trouve. On a remonté la carretera australe et les fjords qui constituent aussi un paysage très typique. Mais on a fini par arriver à ces volcans. C'était un peu imprévu, c'était pas très travaillé. Non, c'était pas complètement imprévu. C'est parce qu'on avait rencontré des voyageurs et comme toujours, on s'échange des tuyaux qui avaient escaladé le volcan Osorno et qui avaient beaucoup aimé. Donc on s'est dit, enfin, Manu s'est dit, waouh, une nouvelle expérience, allons-y. C'était imprévu, je dirais, à plusieurs mois en fait Oui. d'avance. Oui. Et par contre, ça a été très prévu, effectivement, quelques jours à l'avance, parce que effectivement, on s'est rendu compte que beaucoup de gens venaient visiter le Chili aussi pour les volcans. Et ils ont bien raison, parce qu'on a vu quand même des paysages assez spectaculaires sur cette chaîne de volcans. Alors il y en a peut-être 3 ou 4 ou 5 qui sortent du lot. Nous, on a commencé par celui qui se présentait pratiquement tout de suite en sortant de Chiloé, qui s'appelle le volcan Osorno. On vient d'acheter sur le bord de la route un sac de myrtilles. Alors les myrtilles, ça pousse sur un arbuste qui s'appelle le goyavier du Chili. C'est les petites baies, ça. Et ça a une saveur de fraise des bois. C'est utilisé pour faire de l'arôme de fraise. Voilà, on aurait pu c'est la pleine saison, donc on aurait pu s'arrêter pour en cueillir, mais on fait marcher l'économie. Au Sorno, on y est arrivé de nuit. Ah, pour changer, nous sommes arrivés à la nuit noire. On s'est garé. Mais le lendemain matin, on a eu une jolie surprise. Quand on s'est réveillé le lendemain matin dans Oscar, on était au-dessus d'une mer de nuages. Ouais, le Osorno, donc c'est un cône presque parfait qui est capé d'un petit chapeau de neige éternelle qu'on voit plus ou moins selon l'axe dans lequel on le regarde, vers le nord ou vers le sud. Et donc c'est aussi une station de sport d'hiver, précisément à la saison hivernale. Nous, on l'a vu, c'était la fin de l'été, donc c'est le moment où il y a le moins de neige. Mais c'était très joli de voir cette montagne assez parfaite en fait dans son apparence. Ce voyage est plein de surprises. Qui le crut? Nous sommes sur un télésiège. Et qui nous emmène assez haut pour qu'ensuite on puisse se balader de sorte à aller voir des petits cratères périphériques et notamment un cratère qui est de couleur rouge et qui atteste de la nature volcanique de la montagne. Et là, on a fait des très beaux plans. On avait le drone qui fonctionnait bien. On n'était pas complètement seul. Je crois que c'était un dimanche d'ailleurs. Il y avait pas mal de touristes locaux, très peu d'internationaux, mais ça c'est une constante dans le pays. Et donc, on s'est retrouvé pratiquement seul sur les sentiers de randonnée, même s'il y avait un petit peu de monde au rebond de pente. Puis nous sommes arrivés à Pucón, faire la tournée des petites agences qui proposent l'ascension du volcan Villarrica. Sauf qu'entre le moment où on avait rencontré des petits jeunes qui nous avaient dit que c'était vraiment une belle expérience et notre arrivée, s'était écoulé 2 mois. Et donc, c'était plus possible. Enfin, c'était possible, mais c'était quand même dangereux. Moi, il y a plein de petites dames chiliennes qui m'ont dit attention, ça glisse à la descente, ça va pas être rigolo. Le Villarrica, j'avais pas envie de me péter un genou. La proposition classique du Villarrica, c'est de le grimper sur la glace en fait, de grimper avec des crampons. Et là, la glace avait fondu. Il n'y avait plus de glace, donc c'était des éboulis. Des éboulis de la terre qui glisse. Et moi, j'aime pas. Les éboulis, c'est beaucoup plus difficile à monter et surtout à descendre en fait que la glace. Donc, on a un peu réfléchi, puis on a décidé de faire tout à fait autre chose. Alors, on a quand même dormi au pied.
Oui, on a fait le tour par rapport à la ville touristique qui détermine beaucoup ses activités par rapport à la présence du volant Villarrica. Nous, on a fait le tour, on s'est éloigné, on a fait une cinquantaine de kilomètres pour aller faire Hmm. chercher entièrement le point diamétralement opposé. Et là, on a fait plusieurs très belles balades. On a fait une qui nous donnait un accès un peu panoramique à l'ensemble de la chaîne de volcans. Donc, il s'agit là de marcher. Il faut quand même savoir qu'on est tout seul presque tout le temps. Donc ça, c'est de mon point de vue un privilège. Je crois que sur cette marche qui a duré 8 heures, on a rencontré 2 personnes, si je me souviens bien. Et donc, c'est très nature, même si les animaux sont assez peu nombreux. On a vu beaucoup de lézards qui nous faisaient des petits signes Ah, amicaux. On s'est arrêté longuement pour se mettre à plat ventre, pour les observer sous toutes les parce que on sait les approcher maintenant, les lézards, et on sait il faut pas longtemps, il suffit de s'arrêter, je sais pas, 3 minutes, et ils nous oublient et ils font leur petit show. Donc Les lézards, de ce que j'ai compris, en fait, c'est qu'ils réagissent au mouvement brusque, mais pas au mouvement lent. Si bien que c'est un peu le contraire de 1, 2, 3 soleils. Si on les approche de manière continue mais très lente, en fait, on peut les approcher à quelques centimètres parfois. Bon, on voit quelques oiseaux aussi. Et puis enfin, on arrive tout en haut au point Mais panoramique. surtout, je trouve que ce qui est à noter dans cette marche-là, c'est que on est dans une forêt Bien d'araucaria sûr, bien sûr. qui font des dizaines et des dizaines de mètres. Et bah, c'est surprenant, c'est la première fois que ça nous arrive. Voilà, souvent on les imagine en Europe comme des arbres un peu isolés, des arbres d'ornement de parc ou de jardin. Et là, ce sont vraiment des forêts complètes avec des sujets qui sont très anciens et très majestueux. Et le lendemain, on a recommencé une petite marche en direction du volcan Villarrica et de son glacier qui est juste en dessous, le glacier Pilankawé. Marche sans difficulté particulière, un peu longue parce qu'on doit être à, je sais pas, 15 km aller-retour peut-être, peut-être une vingtaine si on commence à explorer davantage les abords du glacier. Et elle commence, alors ce qui est assez peut-être contre-intuitif pour les gens qui n'y sont pas allés, c'est d'imaginer qu'on marche sur les bords d'un volcan, sur les flancs d'un volcan, en fait dans une forêt, parce que le climat fait que c'est un climat qui est relativement humide et l'altitude n'est pas encore très importante. Et donc une bonne moitié de la marche se fait sous un couvert végétal important. On a le sentiment d'être dans une forêt pratiquement tropicale pendant assez longtemps. Et là, il nous est arrivé quelque chose d'assez inattendu. Je sais pas si on entend, mais il y a un truc incroyable qui se passe. On est dans la forêt et on entend un bruit de carnaval. On est dans la forêt, hein. On est entouré de montagnes, absolument partout. Et là, d'un coup, on entend la musique. On va voir. On est hyper triste parce qu'on n'a pas le droit d'assister, c'est une cérémonie. C'est vraiment dommage parce que c'était super, c'est des Mapuches en costume de Mapuche quoi. Bah, on a bien sûr respecté leur volonté, hein. Il m'a dit gentiment de continuer notre route, donc on l'a fait. Mais on a quand même passé un grand moment à profiter de la musique. En fait, De l'ambiance en vérité. De l'ambiance, oui. Il y avait donc un totem au milieu ils tournaient en rond, en chantant, en faisant des bruits avec leur gorge et avec certains instruments de musique. Et le totem brûlait au milieu. Alors que d'ailleurs, dans toute la forêt, il s'est écrit en long, en large et en travers qu'il ne faut pas faire de feu parce que c'est dangereux. Mais ils étaient dans une clairière. Donc on a vraiment pris du temps pour écouter leurs chansons et à les enregistrer parce que c'était un privilège. Mapuche, ça veut dire peuple de la terre, hein. Donc c'est vraiment des gens qui sont qui vivent de leur bétail, de leur des ressources naturelles. Ils sont très proches en termes de représentation spirituelle des animistes, c'est-à-dire qu'ils attribuent sans doute à différents objets naturels, les arbres, les rochers, des vertus spécifiques.
Parce que c'est une religion qu'on pourrait décrire au choix comme primitive ou comme naturelle en fait. Les Mapuches, c'est surtout une population qui a beaucoup résisté à l'envahisseur espagnol à l'époque de la colonisation et jusqu'à une période très récente. Et donc ils ont conservé depuis l'origine ce goût de la résistance, De l'indépendance. et de la préservation de leur vertu originelle, de leur nature originelle, de leur culture. Et ils le font pas sur un mode, c'est ça qui est intéressant, ils le font pas sur un mode muséographique, c'est-à-dire qu'ils n'acceptent pas d'être touristisés entre guillemets. On n'a pas du tout la même approche que par exemple les Maasai ou les Imba en Afrique. On a une population qui est rétive à toute forme de récupération. Et c'est pour ça que c'était intéressant de les voir agir presque secrètement, ou en tout cas très discrètement, mais conformément à ce qu'ils croient être leur culture d'origine. Ils ont aussi une branche politique, on les voit lancer des revendications et même des actions juridiques en fait pour réclamer des droits sur leur territoire, pour réclamer des droits à l'indépendance. Donc c'est une approche qui est d'une certaine manière en opposition directe avec la mondialisation, avec le mondialisme en fait. Et c'est intéressant de voir, même s'ils sont tout petits, ils sont peu nombreux, ils ont un poids politique qui est quasiment négligeable, et bien en tout cas leur détermination ne semble pas faiblir. Et c'est très intéressant d'observer leur action de résistance particulière et déterminée. Bon, en l'occurrence, ce jour-là, ils étaient assez nombreux. Hein, parce qu'on a dû voir 5-6 pick-up. Sachant que dans les pick-up, ils montent... ouais, ils étaient entre 30 et 40, je pense. Ouais, alors, ça reste quand même quelque chose à petite échelle, bien sûr. Et ça a duré très très longtemps, puisque nous, on a fait quand même une marche qui a duré la journée. Et quand on est repassé en fin d'après-midi, ils étaient toujours en train de tourner et de chanter. Ce qui n'est pas tellement étonnant dans le sens où là on est un peu dans une logique de trance, c'est-à-dire qu'on est dans une logique où on rentre à mon avis très lentement avec le feu, avec la fumée, avec la musique, etc. dans quelque chose de lancinant. Et donc il y a une entrée en fait en communion spirituelle qui est lente et à mon avis une sortie qui est tout aussi lente. Alors il y a quand même un très beau spectacle en haut du volcan Villarrica, parce que là on a davantage de glace peut-être que sur les autres volcans et que sur le Osorno. Du moins on avait approché déjà les glaciers du volcan Osorno. Là on approche le front du glacier, beaucoup plus près. Alors, il ne faut pas imaginer qu'un front de glacier, c'est forcément quelque chose de tout à fait blanc et propre et étincelant. Au contraire, le glacier se cache sous une couverture de roches, de débris arrachés à la moraine. D'ailleurs, parfois, on a du mal à croire qu'il y a un glacier en dessous de la couverture de roches. Pourtant, c'est bien le cas. Et à certains endroits, on peut approcher même certains restes de fronts de glacier de très près, s'accroupir sous une voûte en train de fondre. C'est assez joli d'ailleurs à voir. Ouais, c'était très joli. Un peu inquiétant si on pense au réchauffement climatique, qui doit quand même jouer un rôle aussi dans le rétrécissement de ces couvertures de glace. Quoi qu'il en soit, c'était un beau spectacle, et d'autant plus que le volcan Villarrica a la particularité de fumer. Donc ça va bien avec la représentation qu'on se fait d'une tradition des volcans. Un volcan, c'est de la lave. Alors, les volcans Quand tu étais petit, tu dessines des volcans avec les fumées. Oui, avec de la lave sans doute, mais c'est très rare de voir de la lave en fusion. Il y a très peu de volcans qui permettent ce genre de spectacle dans le monde actuellement. Mais par contre, il y en a qui fument, et le Villarrica fait partie de ces volcans qui fument. Voilà, donc on a essayé d'immortaliser un petit peu la scène en la photographiant, en la filmant. Et on a pris le chemin du retour, et c'en était fini. Non, c'en était pas fini du tout, parce qu'on ne se doutait pas du tout à l'aller que la glace fondait aussi rapidement. Donc en fait, il faut savoir, quand on fait l'ascension du volcan Villarrica, qu'il faut la faire tôt le matin et redescendre tôt dans la journée. Et nous, on n'est pas descendu forcément si tard que ça pour une fois. Mais on n'arrivait pas à trouver le chemin du retour. On se disait, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Donc il y avait un ruisseau qui coulait, mais on ne pouvait pas passer le ruisseau.
Donc on a cherché, et puis il y avait 3 petites dames chiliennes qui, elles, avaient l'habitude de faire ce sentier, qui nous ont fait signe et qui nous ont dit que si, c'était bien là et qu'il fallait traverser. Donc là, il y avait quand même beaucoup d'eau et surtout, le débit était très important. Le même ruisseau qu'on avait traversé sans même s'en rendre compte. On s'est pas rendu compte le matin qu'on a traversé ça. Il n'était pas devenu infranchissable, mais il commençait à devenir un peu dangereux à traverser parce qu'il ne fallait pas se faire emmener par le courant. On risquait vraiment de se faire mal. Ouais. Voilà, donc par contre là, cette fois, ça a terminé notre excursion. Ouais. Et d'ailleurs notre expérience des volcans, parce qu'ensuite, on a repris une route qui était plus une route de liaison, puisque là, on avait décidé de retourner en Argentine. Alors, on n'avait pas vraiment décidé de retourner en Argentine. On s'est vraiment posé la question, est-ce qu'on allait voir le désert d'Atacama ou pas? On avait des copains qui sont allés. Ça faisait quand même 4000 km. En gros, 4000 km aller-retour par rapport aux seules frontières ouvertes, voilà, au moment où on a dû faire le choix. Donc en gros, le Chili, ça fait pratiquement 4000 ou 5000 km du nord au sud, et là, seule la moitié sud est ouverte. Donc toute la moitié nord se présente comme un immense cul-de-sac qui interdit en fait une sortie, sauf à rebrousser chemin. Donc tant pis, on a mis une croix sur Atacama. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire quand on voyage. Ça en fait partie. C'est certainement très beau, mais bon. Partant de là, la route qu'on cherchait, c'était la route de la frontière qui est à peu près à la hauteur, à la latitude de Santiago. Un petit peu au nord de Santiago. Donc on a traversé Santiago un vendredi ou un samedi soir. C'était l'horreur. Déjà qu'on n'aime pas les villes en général, mais là... Il a pesté, mais c'est comme les enfants. À chaque fois qu'il pestait, je voulais le filmer, il s'arrêtait. Donc je ne peux pas vous montrer. Mais... J'ai pesté du début à la fin de la traversée par ces autoroutes urbaines complètement inhumaines, ces sortes de demi-bidonvilles qui s'établissent en bord d'autoroute. Alors évidemment, on ne peut pas prétendre du tout avoir vu Santiago, mais la traversée de Santiago en elle-même était une épreuve. C'est hostile, quoi. Les gens klaxonnent, nous frôlent. Les camions déboulent de partout. Alors c'est sans doute très développé et c'est pour nous un repoussoir absolu. Donc on était content de traverser assez rapidement, somme toute, enfin en l'espace de peut-être 2 ou 3 heures, on a traversé la conurbation et on s'est retrouvé dans un paysage de montagne tout à fait différent. Là, on a traversé la vallée de Chacabuco. Voilà, c'est ça, on est monté. Moi, j'ai trouvé ça joli. Une route, ça monte quand même. Très enlacée, très, très belle en elle-même, parce que la route sillonne dans la montagne. Et puis, on s'est arrêté pour la nuit sur un sommet. Le lendemain, on est redescendu. Non, après, on a fait, en descendant de la vallée de Chacabuco, on a fait un petit pique-nique dans les montagnes. Là encore, on était tout seul. Pas vraiment. Parce que quand on s'est arrêté, on a eu un petit oiseau qui est venu nous tenir compagnie. Pour aller chercher le poste frontière, il faut monter une route en lacet qui est très spectaculaire et qui nous amenait d'ailleurs à chaque nouveau lacet à battre le record d'altitude d'Oscar. Le poste frontière lui-même est entre 3000 et 4000 mètres d'altitude et se termine par un tunnel. On a eu quelques difficultés à trouver les postes frontières, mais finalement, tout s'est relativement bien passé et on s'est retrouvé pour une nouvelle fois en Argentine, au point culminant de notre parcours jusqu'à présent. Voilà, donc la semaine prochaine, on se retrouve en Argentine ou dans quelques jours, on ne sait pas. En attendant, on vous souhaite un bon week-end de Pâques. Profitez bien d'être ensemble.
Je vous conseille de regarder une petite vidéo qu'on avait faite il y a 2 ans quand on était en Afrique. Elle a pas beaucoup de vues parce que c'était au début de notre chaîne YouTube, mais franchement, moi, elle me fait rire à chaque fois que je la regarde. Donc voilà. Joyeuses fêtes de Pâques et à très bientôt. Salut!